Les sportifs s'expriment par essence avec leur corps. Les gestes, les mouvements, les actions sont le vocabulaire de leur langage. Lorsqu'on les interroge oralement, c'est souvent pour obtenir un commentaire, une émotion, sur une performance, sur un résultat. Alors qu'ils sont les acteurs principaux du sport, le maillon central, les faiseurs, les gladiateurs qui se rendent dans l'arène, la parole leur est rarement laissée pour évoquer plus foncièrement qui ils sont, pourquoi ils font cela, et le regard qu'ils portent sur leur discipline. Bienvenue à l'INSEP, vous êtes dans Paroles de sportifs. Épisode 4, Thaïs Fischer. J'ai le grand plaisir de recevoir pour ce 4e épisode du podcast Paroles de sportifs, une jeune athlète de BMX Race qui va tout nous raconter sur sa carrière sportive et puis sur le BMX bien sûr, une discipline très impressionnante et pour laquelle j'ai le sentiment d'un certain engouement. Et cette athlète, c'est Thaïs Fischer. Thaïs, bienvenue et bonjour. Bonjour, merci. Alors Thaïs, merci d'être là. On va parler de ton sport, évidemment. D'abord, précision, nous sommes en quelque sorte collègues ici à l'INSEP. Que fais-tu donc dans ces murs ? Oui, exactement, on est plutôt collègues parce que j'ai été embauchée au laboratoire sport, expertise et performance de l'INSEP, qui est un laboratoire de recherche sur le sport. J'ai été embauchée dans le cadre du projet Fulgur, qui est un programme prioritaire de recherche qui a travaillé pour les Jeux de Paris 2024 sur la performance et la prévention des blessures en sprint. Et donc moi, j'ai travaille plus particulièrement sur la prévention des blessures aux disques jambiers en sprint. Alors, on va maintenant s'intéresser à ton parcours. Tu es d'origine vosgienne, il me semble. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie ? Et comment as-tu été amené à découvrir puis pratiquer le BMX ? Oui, alors c'est vrai, je suis née et j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans dans les Vosges. Ensuite, je suis partie assez rapidement en Savoie, grâce à mes parents, au travail de mon papa plus particulièrement. Et j'ai commencé d'abord par le VTT, dans un club d'une station à Valloire en Savoie. J'ai fait 1 an de VTT, j'avais pour objectif de faire de la compétition de descente, sauf que j'étais trop jeune, j'avais 8 ans à l'époque et il n'y avait pas encore de vélo à ma taille, il n'y avait pas encore de compétition. Du coup, l'entraîneur de ce club-là m'a parlé du BMX et je suis allée faire les portes ouvertes à la première piste qui se trouvait en Savoie. Et ça se situait le jour de mon anniversaire et mes parents m'ont offert ça comme cadeau d'anniversaire et finalement j'ai jamais arrêté le BMX. Mais c'est-à-dire que tu connaissais pas nécessairement la compétition au début ? Non, je connaissais la compétition en VTT mais en BMX honnêtement je connaissais pas du tout. Est-ce que tu es du genre à regarder toutes les compétitions, que ce soit ton sport ou d'autres disciplines ? Je dirais plutôt oui quand même, mais j'ai toujours eu un attrait plus particulièrement pour les sports outdoor, les sports de montagne, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est ce que mes parents m'ont fait découvrir. Et là, depuis que je suis à l'INSEP, j'adore ça parce que je m'ouvre à beaucoup d'autres sports que je connaissais pas particulièrement avant et j'en découvre plein et ça me fait énormément plaisir. Le BMX, justement, alors j'avoue une certaine ignorance sur les aspects un peu spécifiques de ce sport, comme beaucoup de monde, je crois. Est-ce que je peux te demander d'expliquer aux ignorants comme moi les tenants et aboutissants de la discipline ? Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Comment on gagne ? Quel genre de vélo on utilise ? Est-ce qu'il existe des catégories ? Je veux tout savoir, Thaïs, s'il te plaît. Ok, du coup, le BMX, c'est une des disciplines du cyclisme. On fait partie d'ailleurs de la Fédération française de cyclisme. C'est un sport où on utilise un petit vélo, souvent en 20 pouces ou en 24 pouces avec des très petits trous, qui n'a pas de différents développements. On n'a qu'un seul développement, qu'un seul pignon, on ne peut pas changer de vitesse et on n'a qu'un seul frein, le frein arrière. C'est un vélo sur lequel on ne s'assoit quasiment pas. On a une selle évidemment, mais on l'utilise quasiment pas. Et du coup, ça se pratique sur une piste. Donc c'est une piste qui est constituée d'une butte de départ à 5 ou à 8 mètres de hauteur suivant les catégories. Ensuite, on a quelques bosses, des virages relevés et une arrivée. L'objectif est d'être le premier à l'arrivée parmi ces 8 concurrents. Enfin, on est 8 concurrents au départ. Ensuite, pour les formats de compétition, on a comme dans d'autres sports des phases de qualification, un peu comme des poules. Si on est parmi les 4 premiers ou les 2 premiers, pareil, suivant les catégories, on est qualifié pour le tour suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la finale, où on est 8. Et je parlais en préambule de sport impressionnant, parce qu'il y a des sauts, il y a des virages serrés, il y a des chutes. C'est un sport extrême quand même. Oui, c'est considéré comme un sport extrême. Ouais. Le BMX Race, qui est la discipline que tu pratiques, c'est une discipline olympique depuis 2008.
D'ailleurs, il y avait eu un doublé argent-or à l'époque sur le podium féminin à Pékin. Et puis récemment, un triplé or-argent-bronze chez les hommes à Paris en 2024. Et le BMX Freestyle, qui est un autre style de BMX, l'est depuis les Jeux de Tokyo en 2020, c'est-à-dire discipline olympique. En cumulant les deux disciplines, la France est le pays le plus médaillé aux JO, suivi de la Grande-Bretagne, de la Colombie, de la Lettonie, puis des États-Unis. Est-ce que ça te semble un peu représentatif du top mondial des pays en BMX ? Eh ben, honnêtement, je savais pas que c'était le premier pays. J'en doutais pas et ça ne m'étonne pas, mais je savais pas que ça l'était officiellement. Et ensuite, les autres pays me paraissent tout à fait cohérents. Je sais pas si tu as cité les Pays-Bas aussi, mais c'est un pays qui me paraît assez important quand même en cyclisme. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on le voit que la France, en tout cas en BMX, est l'une des meilleures nations parce que sur le circuit français de Coupe de France, on a une quantité énorme de pilotes internationaux qui viennent rouler avec nous pour s'entraîner pour les plus grosses échéances. J'ai cité parmi ces pays la Colombie, alors ça m'étonne un peu. Pourquoi la Colombie ? Oui, c'est la réaction de la majorité des gens. La Colombie, je dirais qu'il y a une principale raison, c'est Mariana Parón. C'est une pilote de BMX qui a fait 4 Olympiades, je crois, déjà maintenant, qui en a remporté 2 et qui a fait une médaille d'argent sur celle de Tokyo. Et en fait, c'est une véritable star chez elle, dans son pays. C'est elle qui a permis le développement du BMX et c'est elle qui fait que c'est un sport aussi réputé et connu là-bas. Alors, j'ai parlé de BMX freestyle aussi. Alors, de quoi il s'agit et quelles sont les différences avec le BMX race que toi, tu pratiques ? Alors, le BMX freestyle, il peut être pratiqué dans plusieurs environnements. On a les skateparks qu'on peut connaître avec les skates, les trottinettes, les rollers, etc. Où on a des modules qui permettent de faire des sauts ou des rails qui permettent de glisser dessus pour faire le plus de figures possibles, les plus impressionnantes possibles. Après, je ne sais pas si dans le BMX freestyle, on entend aussi le flat, mais là, du coup, c'est un BMX qui se pratique sur du plat, comme son nom l'indique, et où l'objectif est de faire le plus de figures possibles sur le plat, comme si on dansait avec notre vélo, en fait. Alors, et toi, Thaïs, est-ce que tu as un palmarès déjà pour commencer, et puis quels sont tes objectifs dans la discipline ? Alors en palmarès, un petit palmarès, quand je roulais en étant un peu plus jeune dans les catégories challenge, comme on appelle ça dans le circuit Coupe de France, et même au-delà, j'ai pu faire des finales et des podiums en Coupe de France. J'ai fait 3e au classement général de Coupe de France sur ma dernière année sur ce circuit. J'ai fait 2 17e places au championnat du monde. J'ai jamais réussi à faire mieux dans ces catégories, ce qui équivaut à être 5e au quart de finale, aux portes de la demi-finale. Et ensuite, depuis que je suis élite, donc depuis 4 ans maintenant, j'ai fait 2 top 10 au championnat de France. Et donc mes objectifs pour les futures saisons sont forcément de faire des demi-finales, des finales sur les compétitions nationales et pourquoi pas européennes. Le problème, c'est que j'ai quelques petits soucis de santé depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant qui m'empêchent de rouler pleinement comme je l'aimerais. J'ai été opérée une première fois d'une endofibrose artérielle, donc c'est un problème au niveau d'une artère. Dans mon cas, une artère fémorale, donc de la cuisse, qui se bouche à l'effort et qui en fait bloque tout simplement la circulation du sang dans la jambe. Et donc la première opération a échoué. Et là, j'attends dans une petite dizaine de jours d'avoir un second avis auprès d'un chirurgien pour continuer les soins. Bon, on souhaite que tu reviennes prochainement nous annoncer des bonnes nouvelles. Oui, j'espère vraiment. Dans tous les cas, je continue, je fais autant que je peux. J'essaye de me maintenir comme je peux au niveau élite nationale. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas mal d'incertitudes en fait, sur le plan et le déroulement de ces prochains mois. Et du coup, du début de la saison 2025. Tu travailles ici à l'INSEP, mais est-ce que tu t'entraînes à l'INSEP ? En fait, est-ce que tu as des infrastructures pour t'entraîner ici ou ailleurs ? C'est une bonne question. Du coup, concernant l'INSEP, je m'entraîne à la salle de musculation en fait, de l'INSEP.
qui est un cadre vraiment exceptionnel. C'est vraiment incroyable de pouvoir profiter de ces infrastructures. Et sinon, pour les autres entraînements, donc concernant les pistes, je m'entraîne principalement sur la piste de Bobigny, qui est gérée par le club d'Aubervilliers, qui est un gros club de cyclisme sur route. Et après, je vais rouler un petit peu sur d'autres pistes aux alentours. Et puis après, parfois, on a juste tout simplement des entraînements en VTT ou quand je suis en Savoie, en ski de rando ou des sprints sur le plat que je peux faire un peu n'importe où. Alors, en faisant mes petites recherches pour préparer l'entretien, j'ai vu que tu avais mis en place une cagnotte Litchi, ça fait déjà quelques années, pour qu'on puisse t'aider à financer la participation à une compétition en Colombie. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une possibilité pour les athlètes de BMX de trouver des financements, on va dire facilement, notamment institutionnels, pour pouvoir participer à des compétitions? Et si oui, quelles sont les conditions pour les obtenir? Alors c'est un grand sujet quand même en BMX. Effectivement, j'avais monté cette cagnotte, je crois que c'était en 2016, pour les championnats du monde en Colombie. C'est vrai que c'est vraiment compliqué pour les athlètes en BMX de trouver des fonds parce que c'est un sport qui est très peu connu, très peu médiatisé, où on n'a pas énormément de financement. Donc soit on y arrive de manière assez personnelle et privée via des sponsors qui sont soit dans le monde du BMX, soit extérieurs, mais c'est un petit peu plus rare. Sinon, pour les plus performants, les meilleurs pilotes de France, la FFC leur octroie une aide quand même. Alors toi, tu as été à une époque sponsorisé par une grande banque française. Oui, c'est ça. De 2020 à 2023, si je ne me trompe pas, j'ai été sponsorisée par le Crédit Agricole des Savoies, qui avait créé en fait à l'époque une équipe de sportifs de différents sports. On avait des skieurs, des grimpeurs, on avait 2 filles qui faisaient du bobsleigh aussi, il y avait différents sports. Et du coup, ça nous a permis à tous de recevoir une aide financière pour financer nos saisons, notre matériel s'il y avait encore besoin et autres. Et ça nous permettait aussi de se rencontrer et de partager nos connaissances, nos valeurs et tout ça autour du sport. Je disais en préambule que j'avais l'impression que le BMX devenait plus populaire. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort à ton avis? Tu disais que ça restait peu médiatisé, peu connu. Moi j'ai l'impression quand même d'un certain engouement, alors c'est peut-être lié aux médailles à Paris. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, je pense aussi, j'ai pas eu la chance, je pensais pas être sur Paris pendant les Jeux à la base, donc j'avais pas pris de billets, mais finalement j'ai pu regarder les compétitions de BMX aux Jeux au Club France, à la pelouse du Club France, donc j'étais entourée de centaines d'autres personnes et en fait je me suis rendu compte que même si c'est un sport vraiment très peu connu, que les gens ne connaissaient pas les athlètes, c'était un sport qui faisait vibrer tout le monde et qui a passionné tout le monde pendant ces quelques jours de compétition. Et je dirais aussi qu'il y a un engouement un peu plus marqué maintenant. Après, j'ai peur que ce soit éphémère en quelque sorte, parce que le BMX c'est un sport qui reste assez difficile d'accès dans le sens où il n'y a pas énormément de pistes. C'est parfois difficile de s'y rendre, le matériel coûte quand même assez cher pour des parents qui ont un ou plusieurs enfants, c'est pas forcément évident. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart d'entre nous on fait quand même des compétitions parce que on aime bien se batailler entre nous et dès qu'on veut commencer en fait à faire des compétitions un petit peu plus loin ou quoi que ce soit, pareil, ça devient un petit peu compliqué parce que c'est un sport où on ne part pas avec le club ou avec un comité ou quoi que ce soit. C'est vraiment grâce à nos parents en fait qu'on peut aller faire les compétitions, qu'on peut aller faire des stages, qu'on peut aller partout et progresser. Donc si les parents ne sont pas là derrière pour suivre, nous accompagner, que ce soit tout simplement via leur temps ou bien sûr financièrement, c'est compliqué. Oui, parce qu'au-delà du vélo, il y a aussi tout ce qui est protection. Ouais, en termes de matériel, on a pas mal de choses quand même à acheter, tout simplement, à s'approprier. Donc, c'est compliqué. Et puis, voilà, dès qu'on veut s'y mettre un petit peu plus sérieusement, il y a des déplacements aussi, en fait, qui rentrent en compte. Quid des blessures? Je crois savoir que ta saison 2020 avait mal commencé avec une fracture au coude, double fracture même. Alors moi j'ai mal rien que d'en parler. Alors est-ce que par sa nature même de sport extrême, le BMX est sujet à des blessures somme toute assez conséquentes quand elles surviennent? Est-ce qu'on peut les prévenir au maximum? Alors je parlais des protections.
Est-ce qu'on la craint particulièrement, la blessure? Est-ce qu'il existe aussi des manières de chuter qu'on apprendrait par exemple à l'entraînement? Mon dendrofibrose, ça peut paraître assez bizarre, mais c'est en partie dû au BMX. Donc c'est vraiment pas très connu. Initialement, en fait, c'est une maladie qui est présente chez les cyclistes sur route, qui est due en fait à la répétition de la flexion de la jambe avec le mouvement de pédalage, qui fait que l'artère se replie sur elle-même et vient se boucher. Et en BMX, c'est d'une partie à cause de ça et aussi par rapport à l'effort qui est de 0 à 100% en un temps vraiment restreint qui augmente en fait ce problème-là. Et sinon, du coup, pour revenir aux autres chutes, effectivement, c'est un sport où on sait qu'il y a des risques. On sait qu'un jour ou l'autre, on va bien finir par tomber, qu'on essaye de faire des choses exceptionnelles ou non. Bien sûr, du coup, on a les protections. On a un casque intégral. La plupart du temps, maintenant, on a même des casques de moto pour être protégé au maximum parce que la tête, c'est vraiment un site assez sensible quand même. On a des gants, on a tout un gilet de protection, des genouillères, même au niveau des tibias, des coudières, on a la totale quoi. Et après, on sait qu'il y a des risques. Je pense que, évidemment, de temps en temps, on a peur de tomber, on sait que ça peut arriver. Mais personnellement, je roule pas en ayant cette peur en tête. Si ça doit arriver, ça arrive. Mais vaut mieux, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux penser à la bonne option, la bonne sortie, la réussite de ce qu'on veut faire pour y arriver plutôt que de penser à la chute. Est-ce que selon toi, la qualité du matériel est très importante? Est-ce que ça peut faire la différence entre deux pilotes? Ou est-ce que même avec du mauvais matériel, ou disons du matériel basique, un très bon pilote va toujours s'en sortir correctement? C'est une très bonne question et je pense qu'on n'a pas tous le même avis sur la question. Je pense qu'évidemment, il y a du matériel qui va faciliter, qui va optimiser, on va dire, les performances des pilotes. Je pense notamment au matériel en carbone, en fait, tout simplement les cadres, les fourches, les guidons, les jantes surtout, qui permettent une retransmission de la force qui est bien meilleure qu'avec de l'alu, par exemple. Mais je pense qu'un bon pilote restera toujours un bon pilote, même s'il a un vélo d'une qualité un peu moins bonne. Ça me fait penser à mon papa. Il y a des personnes qui n'ont jamais aimé entendre ça, mais il m'a toujours dit si un jour tu rates une course, le problème, c'est pas le vélo. Le problème, il est entre le guidon et la selle, il est sur le vélo. Donc, je pense que ce qu'il faut pour gagner, c'est avant tout être un bon pilote plutôt qu'avoir un matériel d'exception. On va parler un peu plus de toi maintenant. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire deux mots sur Ride by Thaïs? Qu'est-ce que c'est donc cette chose-là? C'est ma petite auto-entreprise que j'ai créée en 2022, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, pour tout simplement en fait, encadrer des personnes en vélo. J'avais pensé le faire pour le BMX principalement au début, et puis en fait je me suis dirigée plutôt vers le VTT. Pendant mes coupures à la fac, mes coupures d'été de 3-4 mois, je suis allée en station de ski, encadrer des sorties VTT, donc de la descente, du vélo électrique et de l'enduro avec plein de personnes qui connaissaient ou connaissaient pas forcément le VTT. Et enfin, pour que les auditeurs puissent te connaître un peu mieux, est-ce que tu as des centres d'intérêt et des passions autres que le sport? En fait, qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple en termes de loisirs, de détente ou autres activités qui sont sans rapport avec le sport? Ah, sans rapport avec le sport parce que j'allais dire, sinon j'aime beaucoup tous les autres sports outdoor, mais du coup c'est un peu raté. Faut dire que ma vie tourne quand même principalement autour du sport. Même mon métier, vous voyez, tourne autour du sport. Mais sinon, à côté de ça, j'aime beaucoup lire. Et j'aime beaucoup faire des activités manuelles quand même. Je peux faire un peu tout et n'importe quoi, mais j'aime bien peindre, j'aime bien faire de la petite menuiserie, j'aime bien utiliser mes mains pour faire tout et n'importe quoi et créer des petits trucs, et ça me fait plaisir. Alors, avant de te laisser filer, Thaïs, j'ai quand même une dernière question.
Est-ce qu'il y a des différences entre la piste des hommes et la piste des femmes en BMX? Oui, du coup, on a pu le voir par exemple au Jeux de Paris cet été. Les hommes et les femmes partent sur la même butte de départ, ont la première ligne en commun et dans les catégories junior, U23 et élite, à partir de la deuxième ligne, souvent sur la deuxième et la troisième ligne, ils ont 2 lignes séparées où les hommes ont des bosses un petit peu plus grosses parce que inévitablement ils arrivent quand même à produire un peu plus de vitesse que nous les femmes, donc ils ont des sauts un peu plus gros adaptés à leur vitesse. Très bien. Merci Thaïs de nous avoir expliqué tout ça. Au plaisir de te retrouver ici quand tu auras repris ta carrière sportive et que ça ira mieux aussi niveau santé. Merci beaucoup Thaïs. Avec plaisir, merci à toi. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.